Salut gang! L'épisode de cette semaine est une présentation du spectacle noir de Mike Ward, présentement en tournée partout au Québec. Réservez vos billets au mikeward.ca. Je suis super content que Mike me donne une commandite. Youpi de l'argent, je suis content. Et là où je suis vraiment heureux, c'est que si les positions étaient inversées, si les rôles étaient inversés et que j'étais à la place de Mike, j'aiderais jamais Mike. Si j'étais puissant et drôle et riche comme Mike, j'aiderais jamais la relève comme Mike. Et je suis vraiment content. Moi, si j'étais drôle et riche comme Mike, je serais ignoble. Je serais méchant avec les femmes. Je profiterais des gens. Je rirais du monde. J'inventerais tout le temps des histoires sur les gens et le monde serait obligé de me croire. Je serais vraiment une ordure. Il y aurait plein d'histoires à mon sujet et personne ne dirait rien à mon sujet parce qu'on est au Québec et on protège les vedettes. Alors, merci Mike d'être intègre. Merci Mike de nous aider. Ah, une dernière affaire. Si j'étais à la place de Mike Ward, j'aurais des esclaves. Ça, c'est sûr. J'aurais des esclaves blancs plus. À ce point-là, je serais riche. À ce point-là, j'aurais des esclaves blancs qui s'appellent genre Mathias Boucher, là. Des beaux kebs, là, que j'aurais volés, puis qui me feraient des toasts, puis qui me feraient... Ça serait mes poufs, ça serait juste des beaux blancs. C'est ça que je ferais si j'étais comme Mike. Mais heureusement, j'ai pas le talent ni la popularité de Mike. Fait que c'est une bonne chose que Mike soit dans la position où il est et moi, je sois dans la position où je suis. Plus sérieusement, allez voir le show à Mike, il est vraiment bon. Et sinon, moi j'ai une soirée d'humour à l'hémisphère gauche, tous les mercredis. S'il vous plaît, vous pouvez venir, c'est vraiment une super soirée. Et bon podcast, gang. Et merci Mike d'être intègre, contrairement à moi. Bon podcast. Adib, très heureux que tu sois avec moi. Merci beaucoup. Je suis extrêmement heureux de t'accueillir à mon podcast. Ça fait vraiment plaisir. Commençons dès le début. T'es né où et à quelle année? Ça, c'est la question que tu poses à au tout le début monde, de mais chaque toi, c'est la seule personne que c'est fascinant. Pourquoi c'est fascinant? Je suis né dans le désert du Maroc. C'est fascinant déjà. Dans un petit village à l'époque. Il semblerait que ça se soit beaucoup développé avec le temps, mais moi, j'y suis jamais retourné. Je suis né dans un village qui s'appelle Ouarzazate. Oh! Ouais. Puis, c'était quoi la deuxième question? Oui, c'est une autre question. Comment tu t'es retrouvé là? Comment je me suis retrouvé à Ouarzazate? Ouais. Moi, dans le fond, mon père a fui l'Irak dans les années 70 parce qu'il allait se faire assassiner. Sacrifice! Est-ce que tu sais pourquoi ou ça a toujours été pas clair? Il était dans un parti... Saddam Hussein était au pouvoir, puis mon père était dans un parti qui était... N'importe quel parti qui n'était pas celui de Saddam Hussein était ouvertement contre Saddam Hussein, mais quand t'as une dictature... T'as pas, non! Et tu te pars à un parti, c'est compliqué. Puis un peu comme dans tout, à chaque fois c'est un comportement qui est récurrent dans les régimes dictatoriaux. C'est des purges intellectuelles, là. Fait que mon père, il était professeur, il faisait partie d'un parti qui était contre celui de contre. On s'entend, c'est un parti de gauche socialiste, je sais pas quoi. Ce parti qui fait on ne veut pas avoir une marionnette des États-Unis comme chef de notre pays. Puis là, c'est ça, j'en parle dans mon show, fait que pas si faut que je rentre dans tous les détails. Je peux rentrer dans les détails, on s'en fout. Puis mon père, un jour, il s'est fait menacer de mort par des gars avec des kalachnikovs. Wow. Pour lui, en Irak, une menace de mort, c'est une vraie menace de mort. C'est pas une menace sur YouTube. C'est avec des AK-47. Ouais, c'est pas un commentaire sur YouTube en disant « je vais te battre ». C'est avec le truc que quand t'as ça dans Call of Duty, dans Counter-Strike, t'es comme « yo, je vais tuer du monde ». Là, il y a des gens qui vont... Puis, il s'est fait menacer avec des AK-47. Puis ça, c'est ce que mon père me raconte. Puis je le crois, mais c'est tellement fucked up que j'ai envie de pas le croire. Je suis comme, bro, t'es un fucking menteur, là.
paix à son âme, là, il est plus parmi nous, mais je le traite de menteur. Non, c'est pas un menteur, non. Mais c'est trop une histoire fucked up. Puis là, il me dit que ses élèves sont sortis parce que c'est arrivé, parce que mon père était professeur. Fait qu'il s'est fait attaquer avec des gars en Kalachnikov devant la maison d'un de ses élèves. Wow. Puis son élève est sorti avec ses frères, puis son père avec des Kalachnikov aussi, parce que... OK, c'est une autre réalité là-bas. Parce que l'Irak des années 70, ça c'est pas super changé. n'a pas super changé, non. Puis, ouais, je sais pas. Puis, en tout cas, le lendemain, mon père a fait genre... Ben oui, je vais m'en aller de l'endroit où les gens ont les Kalachnikov. Ouais, fait que là, il a fait un petit tour d'Europe, parce que tant qu'à fuir ton pays, va voir la Tour Eiffel. Petit voyage, passe bien, tombe en amour. T'es en cavale. Tu sais, t'es en cavale, au moins. Tu reverras plus ta mère. C'est fini. C'est fini. Mais c'est nono, mais j'avais jamais pensé à ça. Moi, dans ma petite tête, c'est tu t'en vas. Non, mais c'est surtout... tu revois tes parents. Non, tu revois plus personne, jamais. Puis en 1970, tu peux pas texter ton cousin que t'aimes bien, là. Non, man. C'est terminé. Fini. En plus, on parle dans ces années-là, si tu veux faire un coup de téléphone, c'est compliqué, là. Il faut qu'il y ait 8-9 personnes d'impliquées. Il faut... Ouais, yo, il va appeler à telle heure. Et, OK, rejoins-le à tel... Il faut... OK, le dépanneur, il paraît qu'il y a encore une ligne au dépanneur. C'est vraiment compliqué. Fait que lui, une fois qu'il est parti, il n'a plus jamais revu de 1977 à 2017. On parle de 40 ans? Non, 40, oui, ouais. OK, 40 ans. Il n'a pas revu un seul membre de sa famille. Aïe, aïe. Puis le seul qu'il a vu, c'est sur son lit de mort, c'est mon cousin qui est arrivé un jour avant le décès de mon père. Oui, l'homme que j'ai vu. Ouais, un jour avant le décès de mon père, il est arrivé, puis ils se sont salués. Puis that's it. Après, il n'avait plus jamais vu personne de son passé. Fait que ça, il a fait un tour de l'Europe. Il a beaucoup aimé la Bulgarie. Je l'ai mentionné. Parce que il fallait qu'il me dise que... Il a beaucoup aimé la Bulgarie parce que mon père était obsédé par l'ail. Parce que mon père, il arrêtait tout... L'aliment, là. L'aliment. Toute ma vie, il me disait, l'ail, c'est le meilleur antibiotique naturel. Moi aussi, si on m'avait menacé de mort, je serais fasciné par tout ce qui me garde en vie. Oui, là, tu réponds à ça, c'est comme, oui, dans n'importe quelle ère pré-Jean Coutu, moi aussi, je me serais retourné vers des gousses d'ail pour faire genre... que ça... Les vampires aiment pas ça, fait que peut-être mon rhume aussi, mais ouais, ça, il aimait ça parce qu'il m'a dit que là-bas, il me disait que là-bas, les gens, ils mettaient de l'ail dans le yogourt, puis ils mangeaient du yogourt à l'ail. Puis je suis OK, fine. Mais finalement, après tout ça, il est allé au Maroc. Il s'est installé au Maroc, puis... Il est rentré ta mère? Non, avant de rencontrer ma mère, il a vécu, je pense, pas loin de 10 ans au Maroc. Wow! Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il est allé vers le Maroc ou juste... Parce que tu m'expliquais que c'est... Hassan II, le roi à l'époque, parce que le Maroc a encore un roi. Et puis Hassan II... Ben, en fait, nous aussi, on a encore une reine. On a une reine? Juste qu'on n'en parle jamais, mais... nous, c'est la même chose. On a une reine, là. Queen. Puis là... Qui vient jamais au Québec parce qu'on est trop rebelles. Ouais. Merci, Pierre Falardeau. Elle vient juste depuis que Pierre Falardeau est décédé. C'est malheureux. Ah là, le cinéaste est mort, alors on va y aller. Mais, ouais, le roi Hassan II, il aimait beaucoup les Irakiens. D'accord. Ça, c'est le genre de choses que juste des rois peuvent... J'aime les Irakiens, fait que venez chez moi, tu sais. Quoi? Le monde africain, arabe est exceptionnel. Ouais. J'ai toujours des affaires fucked up. Puis le truc mini parenthèse, le truc que j'aime le plus sur cette région du monde, une fois tu m'as amené écouter la Coupe d'Afrique dans un bar maghrébin et tu m'expliquais, on l'écoutait en arabe et tu m'expliquais, ils mentionnent toujours Dieu, les commentateurs. Ils mentionnent souvent Dieu, il fait si Dieu le veut, puis je trouve ça génial. Que Dieu, le Pauloud égyptien mentionne souvent Dieu dans les games de soccer. Mais c'est important de dire si Dieu le veut dans un match de sport, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, et ça tient à rien. Le récit auquel t'es témoin, c'est genre, ça peut aller d'un bord comme de l'autre à chaque seconde. Oui. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire autre que dire comme, oh, Jesus, please. Et c'est pas hypocrite parce qu'aux États-Unis, ils ont tous des prêtres, les joueurs de football, chaque équipe a son prêtre. Ouais. Faut vraiment Après, Dieu, t'as il prie à la vraiment fin. le moment où
où, genre, avant de prendre son penalty, quelqu'un fait comme un signe de la croix, ou genre, un joueur va comme faire une petite prière vers le ciel, puis là, c'est comme... Le gardien fait aussi une prière. Tu sais, comme, tu fais comme Dieu, tu veux qu'il fasse comment pour gérer cette situation? Mais ça serait intéressant s'il y avait il y a des religions différentes. Là, tu vois, c'est quel le Dieu le plus fort. Mais si les deux sont catholiques ou les deux sont protestants, c'est ennuyant. C'est ennuyant. Fait que, ouais, c'est ça. Dans le fond, après, il a vécu au Maroc pendant 10 ans. Cool. Il y avait une petite librairie. Il vendait vraiment une très petite librairie, là, de ce que j'ai compris. Puis, il était professeur à la petite école. Est-ce que tu sais comment ta mère et lui sont tombés en amour? Non, man. Mais ma mère voulait pas se marier avec un Marocain. Je sais pas pourquoi. C'est Je sais génial. pourquoi, mais elle voulait pas se marier. Elle voulait pas. Ma mère m'a dit ça l'autre jour. Elle dit, moi, je voulais pas me marier avec un Marocain. Je suis comme, pourquoi? Genre, C'est exceptionnel! mais c'est parce qu'elle voulait s'en aller de son... Tu sais, elle rêvait de Bien sûr. quitter son pays. Elle voulait vivre autre chose. Puis le Maroc, c'est pas un pays où tout le monde veut quitter. Il y a beaucoup de monde qui sont très bien au Maroc. C'est juste qu'elle était... elle voulait s'en aller. Oui, Elle bien, était je comme, connais si je bien marie des un Québécois Marocain- qui veulent s'en aller. Ouais, Et- puis si je marie un Marocain, je vais rester au Maroc. Tu sais, comme... Faut que je m'en aille. Ah, c'est brillant. Au lieu de se plaindre, elle avait un plan de match pour plus Ouais, au Maroc. elle avait C'est sa génial. stratégie. Plan 1, il faut pas que ça soit un Marocain. Fait que là... Un exilé un irakien exilé. qui est coupé de sa famille. Un gars qui est recherché par les services secrets de son pays. S'il y en a. 5 Elle aime gars. l'adrénaline. C'est 5 gars avec des Kalachnikov, les services secrets de Saddam Hussein, visiblement. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'ils se sont rencontrés à travers le frère de ma mère qui, lui, faisait des voyages dans le désert. Puis mon père, il habitait dans le désert. Parce que quand tu te caches, tu choisis le désert. C'est le meilleur endroit, man. Ben- Et qu'est-ce qu'on fait que tu... Ouais. Toi, t'es le deuxième, je comprends bien. Moi, je suis le deuxième. Ouais, mes parents, dans le fond, ils ont... Parce qu'on n'est pas au Maroc en ce moment, là. Non. On est pas. Mes parents, ils ont eu moi puis ma sœur, puis moi, jusqu'à la dernière minute, j'étais un projet d'avortement, là. Fait que, parce que je suis arrivé vraiment vite après ma sœur. Déjà, je savais pas que l'avortement, c'était possible au Maroc. Ah, mais j'imagine comme dans Ouais. tous les pays, c'est un avortement. C'est-tu l'avortement était légal à l'époque ou c'était Non, je connais quelqu'un qui non, connaît de ce que je quelqu'un? comprends, c'était vraiment comme... C'était legit, là. T'as le Génial. droit de te faire... On n'est pas en Alabama, là. Non. Ah, Non, on le va Maroc des années 80 n'est pas l'Alabama des années 2010. Quand Bien même, savoir, c'est bien. C'est bien. Mais ouais, on est au Maroc, ma soeur et moi, moi je viens de naître, ma soeur a 1 an, puis mon père, ça faisait déjà quelques années qu'il essayait d'avoir des papiers. Mhm. Pour le Canada. Non, pour le Maroc. Ah, d'accord. Il voulait avoir une citoyenneté marocaine, puis le Maroc était comme, non, il est hors de question, on te le donnera pas. T'es pas né ici, puis tes enfants non plus, ils les auront jamais. Wow. Fait que moi, dans le fond, j'étais un sans-papier. J'aurais été un sans-papier parce que j'ai vraiment aucun de mes 2 pays, mettons, génétiques, ni le Maroc, ni l'Irak, voulait nous donner des papiers à moi puis ma soeur. Aïe, aïe. Ouais. Ça, c'est fucked up. On n'y pense pas à ces choses-là, mais pas avoir de papier, c'est... Tu sais, c'est comme dans le top 3 des souffrances. choses importantes là, dans la vie, c'est genre savoir lire et écrire, avoir des papiers, puis je sais pas c'est quoi le 3e, là, avoir accès à... Pas avoir des gens Ah, Kalishnikov qui courent après. Des quoi? Pas avoir des gens Kalishnikov qui te courent Ah après. oui, exactement. Dans Ça, le top c'est le 3, 3e. Mais Ouais. yo, tu sais, comme... Ton père avait juste 1 sur 2. Mais tu sais, avoir des papiers, c'est fucking important, tu C'est sais. essentiel. Tu peux rien faire quand t'as pas de papier. Tu peux rien faire. T'es un sans-papier. C'est fucked up, là, tu sais. T'es coincé. On pense jamais à ça. Tu sais, on pense jamais, tu sais, quand on dit, on parle des gens qui fuient leur pays puis arrivent dans des pays puis sont sans papier. Ah, il y a des sans-papiers. Mais toi, les gars n'ont pas de papier. Tu peux pas avoir peur de lui, il a peur de Ouais, tout le monde. Il a peur de tout le monde. Il n'y a pas de papier. Comme, il peut rien faire. Il peut pas aller il peut pas aller à la pharmacie. Il peut pas, il peut pas aller à l'hôpital. S'il se blesse, il se blesse. N'importe où on te demande ton nom, tu peux pas y aller. So, c'est fucked up. Puis mon père était comme, mes enfants ne peuvent pas vivre une vie comme ça. So, mes parents ont décidé d'aller aux États-Unis. OK. Ouais. Ah, t'aurais pu être américain. J'aurais pu être américain. Qu'est-ce qui s'est produit? Tout ça, c'est dans mon show, ça me fait chier. OK, j'en Non, parle. mais OK, bon. je peux le dire, c'est pas grave. Mais si ça te dérange, on parle d'autre chose. Hein? Si ça te dérange, on parle d'autre chose. Non, ça me dérange pas. Ça me fait chier, mais ça me dérange pas. OK, fuck it. Parce qu'à comment- quelque part,
Fuck it, t'as grandi où? J'ai sûrement dit ça quelque part. Mais bref, on a déménagé à Buffalo, puis après ça, T'as failli vivre à Buffalo. failli vivre à Buffalo. Vive l'existence. Je dis que j'ai déménagé à Buffalo parce que ça, c'est fucked up parce que moi, avant que mon père meure, j'ai passé 2 mois avec. Enfin, il a eu son diagnostic de cancer 3 mois avant son décès. Ça a été fulgurant. So, moi, dès que j'ai su qu'il était malade, moi, ça a ouvert comme une valve dans mon esprit. J'ai fait genre, tu sais, je connais pas. Je sais que c'est mon père, mais je connais pas tant de choses sur ma vie ou. La sienne? La sienne, jamais posé de questions sur tout ce que je te raconte là. C'est toutes des choses que j'ai demandées. Je suis rentré dans des détails assez deep avec lui. Puis, ouais, so, il m'explique, il m'a raconté notre immigration, là. C'est fou. C'est une des seules fois de ma vie que j'ai vu mon père pleurer. Okay. J'ai vu mon père pleurer peut-être 3 quand sa mère est morte. Puis là, quand il m'a raconté, parce que personne ne lui a jamais demandé. Wow. Personne ne lui avait jamais demandé c'était comment, puis ça l'a un peu renvoyé dans tout le traumatisme. Tu sais, moi, je suis un Québécois, moi, dans le fond. Toute ma culture est ici, mes racines, mes biens. Et qui tu es, vraiment? Qui je suis. Jamais on m'a demandé, prends tes affaires, vends-les, mets ce que t'aimes de plus important dans une valise, puis va-t'en, là, tu sais. Ça, c'est fucked up. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Lui, il me racontait ça. Il me racontait à quel point ils avaient peur, à quel point, genre... Tu peux te faire apprendre un peu ne pas fonctionner. Avec toi. T'as 2 nouveau-nés. Mon père, il a vendu tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, puis il a acheté des billets d'avion, puis il restait 75 $. Wow. Lui, il savait pas où il s'en allait. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a rien, il n'y a pas de... Tu veux t'informer sur un pays, ben tu lis comme tout le monde les livres, mettons, de tourisme et tout ça, mais c'est des photos de quoi visiter, puis ça te dit pas, genre... C'est une sorte de propagande du pays, ça montre à quel point c'est génial, mais ça te dit pas voici les hôpitaux, quand t'arrives, là, c'est... Tu dis le pont Jacques-Cartier a été construit en... Exactement. Ce qui t'aide pas pour exister, là. Eux, ils partent... Quand ils pensent, c'est tellement fuck... C'est comme le niveau d'inconscience ou de courage, un ou l'autre, qui est associé à ce genre de départ, là, c'est tellement fucké. Ils arrivent, il y a 75 $ dans les poches. Ils sont à l'aéroport de New York, puis ils parlent pas un mot d'anglais. Ma mère parle un peu français, mais... non, elle parlait déjà très bien français, mais... Ton père, est-ce qu'il comprend l'alphabet... notre alphabet? Ou il comprend juste l'alphabet arabe? Non, mais il a appris l'anglais au Canada. Il a appris l'anglais, mais il n'a jamais été capable d'apprendre le français. Mais à l'époque, est-ce qu'il savait... Parce que ça doit être... Moi, ce que je trouve fou de voyager, c'est quand tu comprends pas l'alphabet. Non, tu comprends rien. Tu arrives puis tu comprends rien. C'est juste, partout où tu regardes autour de toi, il n'y a rien. Il n'y a aucun mot que tu peux... C'est un peu comme quand tu rêves et tout est embrouillé. Tu as peur. Mais là, c'est la vraie vie. Tu vas jamais te réveiller. Pas juste ça. Là, lui, il me dit, on a 2 nouveau-nés. Moi, je te porte toi, ta mère porte ta soeur. On a les valises de tout ce qu'on possède avec nous. Puis on a 75 $ dans nos poches. Puis là, on nous dit que pour aller dans... Il y a un endroit où on accueille les réfugiés politiques. Puis c'est à Buffalo. Puis là, il faut qu'ils prennent un autobus pour Buffalo, mais ils checkent les prix. Puis lui, il a 75 $. Puis pour prendre l'autobus, ça va lui coûter 50 $ pour rentrer toute sa famille dedans. Lui, il est comme, ça, c'est 3/4 de ce qui me reste. Dans l'existence. Dans l'existence. J'ai plus rien après. J'ai pas de chèque qui s'en vient. J'ai aucune idée comment faire de l'argent dans cette Puis il me dit, j'ai 2 enfants qui ont faim parce qu'ils viennent de prendre l'avion. Ma mère, il m'a jamais décrit ma mère comme étant nécessairement craintive ou apeurée dans cette aventure-là. Je pense que les deux, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Mais il reste plus rien, là. Puis bref, on a quitté Buffalo très rapidement. On a vécu à Buffalo 2 mois. OK. Et tu t'es retrouvé à Hull? Après ça, on est arrivé... Non, je pense que le premier quartier où on habitait ici, c'était Quartier-Ville. Quartier-Ville, Montréal-Nord, ouais. Ouais. C'est comment ça? Mais j'ai très peu... J'ai habité à Montréal-Nord par la suite. J'ai habité dans tous les quartiers possibles à Montréal. On a tellement déménagé. Mais ouais, j'ai... Comme la première garderie, je pense parmi mes premiers souvenirs, c'est à Quartier-Ville, sur Henri Bourassa. Non, pas Quartier-Ville. On appelle ça Quartier-Ville après le métro. Après le métro Henri Bourassa. Après... en tout cas, bref, sur Henri Bourassa, quartier Saint-Michel. Et ouais. Puis là, mon père, il se trouve une job dans une pizzeria, mais
Mais tu sais, lui, il était professeur. Ah, c'est fou. So, c'est dur, man. Tu sais, Chris Rock l'a dit dans un de ses bits, je pense. Tu peux pas. Descendre de lifestyle. Ouais, ton lifestyle, tu peux. Mon père était pas millionnaire au Maroc, mais il était professeur. C'est un intellectuel. Il aimait les livres, il aimait les mots, il aimait pas le vendait des pepperoni. livres, puis il était apprécié par son village parce qu'il enseignait à leurs enfants, puis il passait, tu sais, comme... C'est quasiment une vie de rêve. Tu passes tes journées à juste faire ta job, puis après, quand tu as terminé, tu t'en vas prendre un café avec tes amis, puis vous discutez. Tu sais? C'est fantastique. C'est une vie parfaite. Ouais. Quand t'as pas besoin de plus que ça. Lui, c'était ça sa vie, tu sais. Puis là, il flippe des pizzas, puis... Tu sais, il y a eu 3 chocs. Le premier, c'est être professeur d'université. C'est quand même génial. Ouais. Ensuite, malheureusement, Saddam Hussein. Ah, mais je deviens dans une librairie. Ça fait mal, mais ça s'arrange. Ouais. Là, bjou, tu le fais. Fait que tu vis ça 2 fois. 2 fois, tu descends de lifestyle. C'est ça. C'est particulier. C'est incroyable. Puis tu sais, ma mère s'était trouvé une job, puis là, mon père s'était trouvé une job où il flippait des pizzas, puis il haïssait ça pour mourir. Ben comme oui. Il n'a jamais été capable... Je pense que j'ai ça de lui, là. Je tiens ça de lui. Tu tiens les mots aussi? Pas capable de... Ben moi, c'est mon père qui m'a appris à lire, dans le sens de l'amour de la lecture. C'est lui qui nous l'a juste... On a juste vu lire toute notre vie. Il était tout le temps en train de lire. Mais il flippait des pizzas, puis il était en train de devenir fou. Il était comme... Je suis payé 4 $ de l'heure. 3 et quelques à l'époque, là, en dessous de la table, là, parce que t'as pas de papier. Qu'est-ce que tu vas faire? Fait qu'il flippe des pizzas, puis là, à un moment donné, il pogne des papiers de résidence permanente, puis tout ça. Et un jour, puis ça, c'est fucked up, man. Moi, j'ai cette image-là dans ma tête, là. C'est à la fois beau et triste, mais genre... Quand il m'a raconté ça, j'étais genre, fuck. À un moment donné, il quitte la job, puis il marche vers la maison, puis il y a un stand à taxi devant le métro Henri Bourassa, puis il voit que tout le monde est en train de lire le journal en attendant que des clients les appellent. Fait qu'il se dit, oh my God, cette job-là, je vais pouvoir lire. Fait que c'est pour ça qu'il est devenu chauffeur de taxi. Wow. Il a choisi chauffeur de taxi, parce que ça lui donnait du temps pour lire. C'est poétique. Fait que là, mon père, il a passé après ça les 30 prochaines années de sa vie à être chauffeur de taxi. Jusqu'à sa retraite, là, ouais. Wow! Ouais, jusqu'à l'âge de 65 ans. Aïe, aïe! Ouais. C'est fou, hein? C'est complètement fou. Je suis sans mots. C'est complètement fou. Et poétique. Et c'est complètement fou. Ouais, mais moi aussi, mon rêve, ce serait de mettre cette image-là dans un projet, dans un film, dans une fiction, dans Convaincu une que tu es série un capable. jour, juste comme faire vivre cette image-là, parce que ça me... Tu sais, quand t'as rien, puis tu focuses sur ce que t'aimes, là, puis ce que tu peux, tu sais, tu fais du mieux que tu peux avec ce que t'as. Il n'y a pas un exemple plus clair que ça dans mon esprit que... L'idée de la passion aussi, un truc que tu m'as toujours enseigné, moi, parce qu'on est des grands amis, là, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que moi, je pense... Oui, oui, absolument. Tu dis souvent à tout le monde, y compris moi, suis ta passion. Si tu as une passion, puis tu peux vivre ta passion un peu à chaque jour, si pendant 2 heures, tu fais ce qui te passionne, ça va bien aller. Ben oui. C'est ce que ton père a fait. Ben, tu sais, après, moi, j'ai aussi vu mon père être fucking aigri de justement être un chauffeur de taxi. Oui, c'est horrible comme condition. C'est là. une job qui est dure, puis tu penses à ta vie. Tu penses à ta vie antérieure, puis tu te dis... Tu sais, en Irak, puis au Maroc, là, puis dans ces pays-là, être un professeur, c'est pas comme ici, là. Ici, être un professeur, c'est la job la moins respectée de... Comme les êtres humains respectent cette job-là, mais l'État respecte pas cette job-là. Va dans une école puis check comment ils sont traités, les profs. Ils sont traités comme si c'était des rats. Il y a pas de... Tous les parents crient après les professeurs. ouais, C'est toujours j'ai la faute des parents. j'ai C'est toujours la faute des professeurs. J'ai des amis profs, là, les parents, là, les parents envers les profs, c'est des insultes, puis t'es incompétent, puis mon enfant, il est comme ça à cause de toi, puis c'est une job qui est dure ici, là. C'est dur parce que littéralement, tu donnes l'alphabet aux êtres humains, puis eux, ce qu'ils te rendent, c'est t'es nul à chier, tu sais. C'est-à-dire que les mots que tu leur as appris à utiliser, ils les utilisent contre toi pour te dire tu fais pas assez bien ta job. C'est fucké, man, ici. L'éducation, c'est ça qui va... C'est ça qui sauve un peuple. C'est ça qui peut tuer cette culture.
C'est pas... En tout cas, j'embarquerai pas là-dedans. Mais non, mais l'éducation, genre l'éducation, c'est la chose la plus importante. Si tu donnes des armes et des outils aux gens pour s'éduquer... Ils sont autonomes, c'est l'autonomie. Aucun de mes parents, le français, c'est leur langue maternelle. Puis aucun de mes parents pouvait m'aider dans mes devoirs. Aucun de mes parents a pu m'intégrer à la culture québécoise parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais moi, mon père, il nous a toujours dit, lisez. Lisez tout ce que vous pouvez lire. Lisez, c'est la seule façon que vous allez réussir à sortir de votre condition actuelle. So, tu sais, j'ai pas l'impression des fois que le gouvernement nous donne les ressources aux professeurs pour que nous, on aime apprendre. Ben, nous deux, on l'a fait en 2012. On a dû faire des grèves. On a dû aller dans la rue pour dire c'est important que les gens aient accès à l'éducation. C'est ça. Mais... Aux États-Unis, c'est un grand fléau. L'éducation est tellement riche que ça permet à juste la bourgeoisie de pouvoir s'éduquer et les gens ils restent endettés toute leur vie. C'est fucked up. C'est horrible. En tout cas, c'est pour ça que... Ouais, ça m'intéresse de plus en plus, j'ai l'impression que ma job artistiquement, c'est essayer autant que possible d'apprendre des choses parce qu'il faut continuer à apprendre, puis de prendre ce qui t'a passionné dans ce que tu as appris, puis d'essayer de lui donner une place dans ce que tu fais artistiquement. Parce que on donne pas envie nécessairement aux gens de découvrir... de continuer. C'est comme si on nous avait dit, après l'école, tu n'as plus besoin d'apprendre. Puis c'est un mensonge. C'est fucked up, man. Ouais. C'est ça qui donne l'impression aux gens qui sont stationnés des fois dans la vie, tu sais. Ouais. Mais tout ça pour dire que mon père, prof en Irak puis au Maroc, était très respecté, là. Je pense que tu t'habitues à ce lifestyle. Tu t'habitues à... Cet état. C'est un état, là. Ouais, man. Tu peux pas comme sortir de ça, puis là, tu deviens... chauffeur de taxi qui est genre c'est pire que les profs. La poubelle de la société, là. Puis dernièrement, c'est pas mon opinion, hein. C'est ce que mon père me raconte, comment les gens te traitent, dernièrement, il y a un homme qui a fait une tentative de suicide à TVA et la réaction de bien des gens, c'est « Oh, regarde-le, bon. » Mais moi, j'ai vu ça. Il est fâché. As-tu déjà été endetté? Moi, j'ai vu ça, puis j'ai comme ça. Ça, c'est du mélodrame à la méditerranéenne. Comme nous. Les Méditerranéens sont comme ça. Oui. C'est vraiment horrible ce que je dis, mais pas du tout. Je le pense tellement comme moi. Je m'entends bien avec les gens comme ça parce que je sais que. Ben c'est pour ça qu'on est. Moi, à mon avis, c'est pour ça qu'on est autant connectés. Ouais. C'est que les deux, on est on est mélodramatique. Extrêmement. Je m'entends très bien avec Perids et je m'entends très bien avec Julien. Et les deux ont des racines italiennes. Ah, ben oui! Fait que moi, dans mon esprit, je suis comme, yo, dès que quelqu'un est un peu méditerranéen, genre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose parce que, comme, c'est ça, il y a ce tempérament un peu criard, un peu... Moi, ce que j'adore dans ce tempérament-là, c'est que ça finit. Il y a une fin. C'est ça, mais le monde, tu sais, les gens, comme... Moi, j'ai grandi dans un environnement où la seule façon de me faire entendre, c'était de crier. Faut crier, t'as pas le choix. OK, ça me fascine, ça. Comment ça? Faut crier. Je sais pas comment t'expliquer. Comme, faut que tu cries pour dire non, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, mais c'est pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de bruit chez toi? Parce que t'étais plus petit? Non, man. Ça criait chez moi, man. Ça, c'est comme... Ça, c'est impératif. C'est comme ça. Ouais, c'est ça que... Puis c'est ça qu'on faisait, tu sais. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent voir. Moi, je crie beaucoup sur scène. Mais plus j'avance, moins je le fais parce que... Ça fait longtemps que j'ai pas entendu lever le ton sur scène. Ouais, mais avant, je criais beaucoup quand même. Tu sais, avant, je criais comme... Ça faisait partie de mon acte. Ton style? C'était juste de gueule. Puis le monde, il pensait que je faisais ça pour mettre de l'effet. Non, c'est comme ça que j'ai appris à survivre. C'est comme ça que plus je criais, plus qu'on m'entendait. Dans un endroit où tout le monde crie, il faut que tu apprennes à crier plus fort. Tu sais? Fuck, j'ai oublié où je m'en allais avec ça. J'allais dire... il y a les gens qui n'ont pas vécu ça. Ils viennent me voir des fois après les spectacles, ils sont comme... Pourquoi tu cries? Ça m'est arrivé il y a 2 jours. J'ai un ami, il y a un humoriste qui m'a dit... il est correct? Il est extrêmement correct. S'il peut être comme ça sur scène, c'est qu'il va bien. Ouais. C'est comme ça qu'il l'exprime. Puis les gens qui n'ont pas grandi dans un environnement où ça crie, ils comprennent pas. On va dire, les Québécois de banlieue, on va se le dire. Là, moi, je peux dire, yo, toi, tu peux dire des jokes, c'est arabes, c'est méditerranéen. Moi, je peux dire, les Blancs de banlieue, ils battent des là-dessus. Les Blancs de banlieue, on dit rien et on tue nos enfants pour se venger de nos blondes.
C'est ça qu'on fait. Ou on rentre dans les écoles. Je sais pas si... Une autre game. Mais Je le sais, j'ai un peu ça à l'intérieur de moi. on vient me voir après. Pas tout, évidemment, c'est vraiment. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire la part des choses, puis juste comprendre que ce qu'eux, ils n'ont pas vécu, c'est juste différent, tu sais. Mais il y a des gens qui viennent. Pourquoi tu cries, tu sais? Puis là, je le vois dans les yeux de la fille ou du gars que, genre, lui, dans sa vie, crier, c'était genre la chose qu'on fait quand il y a un meurtrier, là, tu sais. Oui. Fait que pourquoi tu le fais, tu sais? Genre... Quand tu parles d'un castor. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, t'aimes pas les bars, tu peux quitter le bar. T'es pas obligé de crier comme, sur les pourquoi tu bars. cries? Mais je suis comme, bro, j'ai pas grandi dans le même environnement que toi. Genre, moi, puis ça, c'est ça, là, c'est, tu sais, le moment où tu réalises, comme, moi, c'est à 30, moi, j'ai 31 ans maintenant, puis c'est à peu près à 30 ans que j'ai compris que je suis un immigrant. Tu comprends? J'ai pas compris ça avant. Moi, dans ma tête, c'était pas clair, ce concept-là. Mais moi, je suis un immigrant, je suis québécois, mais j'ai été élevé par un bout de culture que personne connaît. C'est le mélange arabe, haïtien, latino, pakistanais. Ouais. Tout ce fucking genre melting pot que tu vois jamais à la télévision québécoise, là, qui est ultra présent dans la vie? Dans la vie, puis dans les villes où moi j'ai grandi, dans les arrondissements où moi j'ai grandi. Moi, j'ai été élevé par ces cultures-là. Tu comprends? Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec des gens qui sont très différents de, justement, le Québécois de banlieue, là. Fait que quand quelqu'un vient me voir comme ça, puis il me dit « Pourquoi tu cries? » Ça me fait juste réaliser dans la tête, je me dis « Mon Dieu, il y a des gens qui ils se sont jamais fait crier après. Il y a des gens qui se sont jamais fait battre. » Ouais. Moi, je me faisais battre, comme tous les jours, comme si je me faisais battre, comme ça fait partie de ma vie, moi, ça, tu sais. J'ai compté une blague il y a 2 jours là-dessus. C'est pour ça que la plupart de mes amis, j'ai plein d'amis immigrants, puis j'ai plein d'amis arabes, nos parents nous battaient. Ben, c'est qu'on bande là-dessus. On explique comment nous on se faisait battre. On fait pas juste tu te fais battre, tu te fais dire que c'est bon pour toi. Ouais. Ou que c'est ta faute. Ou que c'est ta faute. Ou des fois, quand tu as vu ce que je vais faire. Tu as vu ce que tu m'as fait faire? Tu m'as fait faire ouais. ça. Moi, je voulais pas. Moi, je voulais pas, là, puis je t'ai frappé. Puis moi, non plus, je voulais pas que tu me frappes en passant. Puis tu sais, c'est quoi qui est fucked up? C'est qu'après, moi, j'ai des amis qui se sont fait battre, tout comme moi. Moi, je peux même pas compter le nombre de fois que je me suis fait battre. C'était mon quotidien, OK? Parce que hyperactif, j'écoutais pas tout le temps. Parents fatigués qui ont besoin que l'enfant il fasse quelque chose. Exténué. Puis là, je dis à mes amis qui se sont fait battre, je dis, toi, j'espère que tu vas pas frapper tes enfants, tu sais. Ils font, non, mais c'est sûr, je vais le frapper, moi aussi. Pourquoi? Bro, t'as pas aimé ça? Non, faut que tu coupes le cycle. Moi, j'ai pas aimé ça. Le cycle. Personne n'a aimé ça. Comme pourquoi? Non, mais de temps en temps, ça nous remettait. Non. Ouais, ça, cette affaire-là, de temps en temps, là, tu sais, quand quelque chose d'horrible marche de temps en temps, c'est pourquoi personne pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose de pas horrible qui marche tout le temps? Qu'on a juste pas encore peut-être trouvé ou. Ouais. Tu sais, parce qu'une des affaires, mettons, c'est une des distances, tu vis des immenses distances culturelles quand t'es un immigrant. C'est que toi, tu veux être québécois, mais d'un autre côté, les gens qui te ressemblent physiquement, qui sont pas encore intégrés à la culture québécoise, regardent, mettons, des jeunes, comment ils agissent avec leurs parents. Puis tu sais, nous, dans moi d'où je viens, tu n'as pas le droit de parler, tu peux pas parler mal à tes parents, tu peux pas... Tu peux pas lever le ton sur tes parents, tu peux pas dire... Faut que tu te soumets à tes parents. Bro, il y a pas de... C'est pas négociable. C'est non négociable, tu sais. Fait que nous, souvent, c'était aussi des affaires de... Ouais, mais si on vous laisse vous voulez devenir comme ça, vous voulez devenir du monde qui disent fuck you à leurs parents, puis va te faire foutre à leurs parents. Tu sais, c'est toutes des affaires comme ça que dans ta tête, t'es tellement mélangé. Puis à 14 ans, ça fait du sens. Parce que t'as 14 ans. À 14 ans, tu veux juste sentir que t'appartiens à quelque chose. Sauf que là, ce qui est fucked up, c'est que moi, maintenant, j'ai 30 ans. Puis j'ai 31 ans. Là. Quand t'arrives à cet âge-là, tu réalises l'identité que tu l'as pas choisie. Il y a des affaires qui sont ta personnalité. T'es né avec. Ouais, t'aimes le hip-hop parce que t'as choisi ça. Ouais. Mais il y a des manières que tu réagis à certaines situations. Que t'as pas choisi. C'est un peu comme... Venir au monde, c'est un peu... avoir une maison que tes parents décorent jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis à un moment donné... Tu réalises, bro, il faut que je redécore. C'est dégueulasse, ça. Ouais. Ça, c'est pas ma déco. Ça, c'est pas ma déco. Puis après, il faut que tu réalises, ça coule, dans le toit, puis le bol de toilette en bas, il marche. C'est ta maison. C'est toi qui dois... Il y a trop de murs, je veux plus de murs. Ouais, c'est ça. C'est à toi de rénover ton être. Mais ça, personne te l'apprend. Ça, tu l'apprends souvent à la dure. Ouais. Puis dans le cas d'un immigrant... J'aurais tendance à dire que
c'est très compliqué. Ce moment-là, il est très compliqué. Parce que quand tu deviens toi-même, ben moi, tu viendras dans mes salles de spectacle, il n'y a pas beaucoup d'Arabes. OK? Comme je suis pas l'Arabe qui attire le plus d'Arabes. Non. Parce que les Arabes ne s'identifient pas nécessairement à moi. Ben Moi, déjà, très très tôt, on collaborait ensemble et tu voulais vraiment pas faire ce qu'on appelle de l'humour ethnique parce que ça t'ennuyait. Ben, ça m'ennuyait, mais c'est aussi... je pense qu'il y a une façon de le faire où tu sens que tu es sincère, Ouais. puis il y a une façon de le faire où tu sais que ça marche, puis que c'est plus facile. Mais il y a une façon de le faire qui est sincère, qui me fait du bien. C'est pour ça qu'à l'époque, je le faisais pas, parce que ça me faisait pas du bien. Puis, fait que tu remarqueras, moi, il n'y a pas tant d'Arabes qui viennent dans ma salle. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui ne s'identifient pas du tout à moi. OK? Tu sais, moi, individuellement, au niveau de mon identité, je dois accepter que c'est pas basé sur des caractéristiques physiques que je vais créer, si on veut, mon sentiment d'appartenance. C'est vraiment juste sur qu'est-ce que j'ai dans la tête puis dans le cœur. Puis je peux juste me croiser les doigts que ça va résonner avec le plus grand nombre de gens possible parce que c'est ma seule manière de connecter. De connecter. Parce que j'ai pas cette espèce de personnalité où les gens de mon quartier vont me dire « Hey, moi, là, je suis déjà retourné dans mon quartier parce que ma mère habite encore là-bas. Mais je prends l'ascenseur, puis il y a un petit Arabe qui me dit, il me regarde comme ça, puis il me dit ouais, continue à faire rire les Blancs. » Ouais, comment tu te sens par rapport à ça? Ça fait mal. Ça fait mal, bro. Et c'est faux, je veux dire, t'es pas... Non, c'est très dur. C'est faux, puis c'est très dur. Comme, ça fait très, très mal. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait de la peine, parce que je sais comme, moi, je fais rire... Le plus de gens possible. Moi, t'as pas un humour niché, là? Moi, ce que je dis, c'est ce qui sort de mon cœur. Puis des fois, ce qui sort de mon cœur, c'est de la marde. Mais tu sais, ça reste qui je suis. Puis je dois vivre avec ça. J'ai pas... T'as aucune hypocrisie dans ton art. Je me suis jamais dit, je veux faire rire tel ou je veux faire rire tel ou je veux faire... La plus belle chose qui m'est arrivée, c'est d'aller jouer au Sénégal il y a 2 ans. Puis j'ai remarqué que je peux faire rire des Sénégalais. Puis j'étais en Côte d'Ivoire. Puis j'ai joué en France. J'ai joué au Québec. Moi, ma culture, c'est le français. C'est la langue française, tu sais. Mais de me faire dire ça, je sais pas à quel point c'est représentatif de ce que pensent des gens issus de ma culture, mais ouais, man, ça fait mal. Ça fait aussi, mal. un autre truc, je sais pas si tu vas en parler, mais t'as aussi beaucoup de Québécois qui sont racistes avec toi. C'est déjà arrivé une fois que t'as fait une blague sur Facebook pour te dire « retourne dans ton pays ». Fait qu'est-ce que des fois, tu te sens vraiment isolé parce que autant tu sais que t'as de la haine des gens qui sont racistes envers toi, et dans ta culture, des gens qui disent « Ouais, mais tu fais rire les Blancs ». Est-ce que tu te sens ouais, mais maintenant, coincé oui, OK. Quand cette chose-là est arrivée, puis j'ai reçu 6 ça m'a bouleversé, 000 messages de retourne dans ton pays, ton père aurait dû éjaculer sur ses draps au lieu de dans ta mère. Parce que quelqu'un m'a écrit ça. Sacrifice. Tu sais, des choses fucked up. Je vais te tuer à cause d'une blague, OK? Qui était vraiment stupide. C'était stupide, mais mais dans les heures qui ont suivi, tu t'es excusé. T'avais jamais fait ma blague. Ça, c'est tout mon être. Ouais. Voici ce que je pense. Voici un essai là-dessus. Hey, j'ai fait une blague sur le coup de l'émotion. Ouais. Je repense à ça. C'est pas la meilleure affaire. On s'en parle plus tard. Non. Puis c'est traumatisant de recevoir, tu sais, 6 000... Tu sais, j'ai dit à ma psy, j'ai dit, oh, j'ai l'impression que quelqu'un va me tuer. Tu sais, je sors de chez moi, puis j'ai peur, puis elle me dit, ben, c'est normal. Donne-toi une chance. T'as reçu 6 000 messages de gens qui te disent, va-t'en. Mais t'avais dans une vie, là, qui 6 000 personnes vont leur dire, va-t'en. Tu sais, juste une personne qui te dit, dégage, ça fait mal. Oui. Te dégage. Puis là, t'en as 6 000 ici. C'est fucked up. Mais, dans ta poche. Moi, je trouve ça fou que ça soit là-dedans. Tu sais qu'il y a un rectangle dans ta poche où tu peux avoir accès. Mais il y a du temps qui s'est écoulé depuis cet événement-là. Puis j'ai réalisé beaucoup de choses par rapport à moi-même depuis. Et maintenant, je sais que ces choses-là qui font mal résonnent à l'intérieur de nous pour une raison. Tu sais, je sais que j'ai le droit d'avoir de la peine puis de dire, c'est dur que des gens m'ont dit ça ou... Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est pourquoi ça me fait mal. Pourquoi j'ai mal. Est-ce que vraiment 6 000 personnes, c'est 8 millions de Québécois? Déjà, c'est pas juste pour les gens qui ne sont pas racistes. C'est juste. OK? C'est juste. Statistiquement, on est nul à chier, les êtres humains. Parce qu'on se fie jamais... On prend jamais le temps de vraiment établir des vraies statistiques. T'as raison. 6 000 sur 8 millions, c'est rien.
OK? Mais c'est 6 000 personnes dans des echo chambers qui réagissent ensemble, qui parlent ensemble, qui sont attirés par les mêmes choses. C'est des algorithmes qui renvoient la haine parce qu'ils savent que ça garde les gens. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qui réagissent à un stimuli. Hein. Il y a une blague méchante, je peux être méchant. Ouais, j'excuse pas les gens de faire ça. C'est pas ça que je fais. Je fais juste dire... Tu mets dans le contexte. Ça vaut pas la peine de vivre une vie en pensant que les Québécois sont comme ça. C'est pas le fun pour personne. Puis c'est surtout que c'est pas vrai. C'est ça. Puis c'est dur d'accepter que c'est pas vrai quand tu t'es fait autant insulter. Parce que c'est le fun d'être une victime. Oui. C'est fucking le fun. Moi, c'est ma position favorite. Ben oui, quand t'es une victime, tu peux juste tout le temps dire « je suis une victime » puis 80% de la pièce, ils deviennent empathiques à toi. Sauf que la réalité, c'est que je pense pas que je suis une victime. Je pense que tous les êtres humains ont des épreuves. Tout le monde a des défis. Il y en a que c'est leur ethnicité, il y en a que c'est leur sexualité. Orientation sexuelle, il y en a que c'est leur papa, leur maman, il y en a que c'est leur poids, et, name it, leur physique. Tout le monde a des épreuves, puis tout le monde peut sentir à un moment ou à un autre que cette épreuve-là, ça fait d'eux des victimes. Puis moi, maintenant... C'est insurmontable. Ouais, puis moi, je suis pas une victime. Moi, je veux plus vivre comme ça. Moi, pour passer beaucoup de temps avec toi, toujours même comme ça. T'es comme ça maximum 15 minutes. Mais dans ton esprit, tu peux des fois avoir l'impression que... Tu peux avoir les dés sont pipés, il n'y a rien à faire. Mais il y a des aspects de la société où les dés sont pipés. Oui. OK? Il y a comme, par exemple, ouvre la télé demain à Radio-Canada ou n'importe quelle chaîne, puis check les pubs des prochaines émissions qui vont passer, puis compte le nombre d'immigrants comme montréalais, là. Pas, moi, quand je parle de diversité culturelle à l'écran, là, on parle pas de quelqu'un qui est 100% intégré, là. On parle de quelqu'un qui a grandi dans un endroit où il est pas trop sûr de son identité parce que ses parents sont pas intégrés encore. Quelqu'un qui doit faire son chemin. Tu comprends? Dans cette société, tu t'en vois jamais zéro nulle part. Il y en a aussi, ça, c'est un problème. Il y en a aussi ailleurs qu'à Montréal. Mon ami Joseph Elfassi, il a grandi en Abitibi. Boum! Il y en a plein. Autre exemple. C'est lui qui m'avait expliqué ça. Une fois, je vais dire, c'est une réalité montréalaise. Il avait dit, non, moi, je viens de l'Abitibi. Bon, ben, ça, c'est un autre exemple. J'étais pas le seul, il y en avait d'autres. C'est faux qu'au Québec, il y a tous les immigrants à Montréal et le reste du Québec est blanc, catholique, puis tout est réglé. Mais non. Puis ça, pour moi, tu vois, ça c'est un problème qui est... Les dés sont pas nécessairement pipés, mais il y a une indifférence. Comme, il y a vraiment une indifférence. Ce que les gens, ils vont dire, par exemple... Parce que moi, je côtoie des gens dans ces milieux-là. Ça fait 10 ans que j'ai commencé, ça fait 10 ans qu'à chaque année, il y a un article qui dit « il n'y a pas de diversité culturelle, il n'y a pas de diversité culturelle, il n'y en a pas ». OK, c'est sûr que les Québécois qui n'ont jamais vu un immigrant de leur vie, là, OK, qui n'en ont jamais vu à la télé, c'est sûr qu'ils vont avoir peur de lui quand il va prendre sa place sur les réseaux sociaux puis il va faire une joke qui passe pas. Parce qu'ils ne le voient pas comme un être humain, ils le voient comme quelqu'un qui est étranger. C'est vrai, il fait pas partie de leur culture. C'est comme quand il y a des Français qui parlent des Québécois, on est fâchés sur les bateaux français, puis qui disent « Ah, les Québécois sont comme ça, on est fâchés. » On sait pas de quoi tu parles. C'est tu ça. sais pas de quoi tu parles, ça nous fâche. C'est ça. Puis ils te mettent dans la même... Ils te mettent dans la même... Comment ça se fait que la télévision québécoise, elle a pas fait de place à la différence? Parce que c'est un devoir culturel, puis ce qui constitue l'identité des êtres humains, c'est la culture. C'est pas ce que tu portes ou ta couleur de peau. C'est ce qu'il y a dans ta tête. C'est les millions de comportements qui font que ton identité ressemble à la mienne. Qui fait que toi puis moi, on se comprend sans se parler sur plein d'aspects de la vie. OK? So, la première étape pour que des gens n'aient pas le réflexe de dire « retourne dans ton pays », c'est d'humaniser les gens en leur donnant une place de qualité dans les médias. Puis ça, man, une des affaires qu'ils vont dire, c'est « Ah non, mais le projet, on veut que ça soit un très bon projet. Ça va être un premier projet ethnique. On veut que ça soit un très bon projet. » C'est comme, combien de projets pas ethniques échouent à chaque année? Tout à fait. Est-ce qu'un projet ethnique a le droit, lui aussi, d'échouer? Peux-tu prendre un projet ethnique que tu n'es pas certaine que ça va être le meilleur projet ethnique et lui donner sa chance de s'écraser comme les autres? Et ce qui me ferait dans tout ça, c'est que l'art au Québec est subventionné par l'État. Alors, il n'y a pas des grands... Il n'y a personne qui va se ramasser dans la rue. Aucun itinérant que tu croises qui fait « Ah, j'ai un projet à la télé qui n'a pas fonctionné. » Ouais, ça n'existe pas. Puis ça change la vie comme...
Ça Trompe-toi, change la là. vie de personne. Ça change la vie de personne. Puis à chaque année, il y a des projets que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je te dis? On a Puis mis ces beaucoup d'argent. producteurs-là et les continuent à travailler. Continuent à travailler. C'est pas vrai que t'es barré Puis- du milieu parce que puis tu t'es trompé. Le public les déteste pas. Vraiment Puis pas. les artisans les détestent pas. On est tous très conscients que... Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme... Moi, dans mon travail, j'ai pas le choix là. Comme à chaque fois que je suis sur une tribune qui est médiatique, que ce soit une scène, un statut ou whatever, il faut que je me rappelle que je parle à des gens, je communique, puis je peux transmettre des choses. Tu sais, je peux transmettre des... Symboliquement, ça représente quelque chose. De Tu sais, gigantesque. même quand tu fais juste une connerie, tu sais, même si... Tu sais, même la blague là, dont on parlait, là, qui m'a attiré beaucoup de retour dans ton pays, même ça a une valeur dans ma vie. C'est important symboliquement. Parce Mais que... le nombre de Maghrébins qui ont commencé à faire du stand-up ou devenir acteur grâce à Rachid Badouri. Exactement. Toi le premier, ou Mehdi en parle souvent, mais j'ai vu Rachid et j'ai fait ben j'ai une place sur une scène. Même chose pour moi. Même chose pour moi. La première fois que j'ai vu Rachid, j'ai été voir mes parents puis j'ai dit, regardez, là, il y a un Marocain qui le fait, vous pouvez plus me dire de pas le faire. Moi j'ai déjà dit ça à un humoriste. Il y a un humoriste qui peut dire Rachid il dit rien. Tu vas dire ça à Adib. Parce que sans Rachid, peut-être que Adib il travaille dans une épicerie. C'est ça, parce que on n'est pas capable. C'est très dur, là. Tu sais, quand je dis on, je m'inclus parce que c'est une question de contexte. Là, en ce moment, dans le contexte actuel, là, dans une conversation, je suis capable de penser à ces choses-là, mais dans la vie de tous les jours, je ne fais pas nécessairement ces liens-là. Tu sais, on est tous pris un peu dans le L'aléa de la vie. Là. Ouais, exactement. C'est compliqué, Exactement. Mais on a bien de la difficulté à calculer l'impact des choses, l'impact non vérifiable. Tu peux pas vérifier en 2005 que Rachid qui pop, ça va donner naissance à Oui. toutes ces artistes-là qui croient en eux à partir de ce moment-là. Tu peux pas vérifier ça. Ça prend 15, 20 ans. Là. C'est 14 ans plus tard que dans un média, je peux dire « Hey, ça a changé ma vie ». Mais je pense des fois, les gens, y auraient intérêt pour leur propre vie à se dire « Il faut que j'attende un peu avant de donner mon opinion ou d'avoir une opinion sur quelque chose. » C'est long, une société. C'est long. C'est long. Moi, ma nouvelle théorie, c'est que aucune de mes opinions qui valent quelque chose, il faut que ça fasse au moins 10 ans que j'y réfléchis sur le sujet. En bas de 10 ans, ça vaut pas grand-chose. Je comprends. Je te le dis, c'est fou comment à Et l'intérieur aussi, de 10 ans, tu changes d'opinion. changer d'opinion. Je trouve ça particulier qu'on reproche à nos politiciens ou à des gens dans les médias de Boum! Tu disais ça il y a 2 ans. Mais j'ai eu d'autres données, Ben alors oui. j'ai changé d'opinion. Il y a plein de trucs que je croyais sur plein de sujets, mais je me suis trompé. Ben oui, parce que en 10 ans, c'est incroyable comment ton opinion par rapport à quelque chose va évoluer, puis ça va se purifier, tu vas le polir, puis à un moment donné, tu vas dire, OK, je pense que ça, maintenant, ça bougera plus chez moi. Ça, j'ai confiance en ça. Ça, j'ai confiance en ça. Tu sais, je sais que telle chose, là, ça bouge pas, mais tu sais, ça prend du temps. Puis nous, on vit dans une société qui a Ça va vite! qui a misé 100% de son identité sur j'ai le droit à mon opinion. Ouais. J'ai le droit à mon opinion, mais oui, t'as le droit à ton opinion, mais t'as aussi le droit de prendre le temps de réfléchir à ton opinion. Ouais. Comme... Et on oublie que si t'as le droit à ton opinion, ben du monde a le droit de t'expliquer que ton opinion est niaiseuse. Ouais. On fait, ben là, wow, ça va des deux sens. C'est un... Mais moi, Si tu crées un message, il y a un message qui va te comme revenir. l'autre jour, je parlais à un ami, puis il me disait, il faut qu'on interdise les gens d'écrire des choses méchantes sur les réseaux sociaux. Puis je suis, non, bro, tu peux pas faire ça. Comme ça fait pas de sens. Comme parce que c'est une question de temps avant que ce soit toi la victime. Parce que quand tu censures les gens, même dans des commentaires xénophobes, racistes, homophobes, misogynes, quand tu censures les gens, tu leur donnes. Premièrement, c'est comme tu as besoin de savoir. Moi, j'ai besoin. Quand tu es malade, tu veux que le thermomètre, ils te disent tu fais. C'est quoi ta température? J'ai besoin de ce thermomètre-là. J'ai besoin de savoir à quel point, où est la maladie, Puis aussi pour... le mal-être, il est où dans notre société? Tu veux savoir les arguments des gens qui pensent pas comme toi pour essayer de les convaincre ou essayer de... Si tu crois vraiment à un truc super important pour toi, tu dois entendre le contre-argument pour pouvoir... J'y crois tellement. Voici ce que je pense et je veux te convaincre que moi, de mon côté, c'est moi qui ai raison. C'est tout à fait légitime. Mais même, Il faut débattre. Mais même dans mon cas, mettons, des gens qui se disent des choses très racistes sur Internet, j'ai besoin de savoir que ça existe. J'ai besoin, moi, de savoir qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Parce que j'ai besoin d'approfondir ma réflexion. Parce que ma vie vaut pas la peine d'être vécue si c'est pour nourrir une haine contre des gens qui sont méchants avec moi.
j'ai envie de me... Moi, un de mes objectifs de vie, c'est d'essayer d'apprendre à dealer la haine intérieure aussi. Tu sais, quand tu te fais insulter puis tu sens une haine, puis t'as Qui envie... jaillit, là. Ouais, mais cette haine-là, c'est pas lui qui l'a inventée. Elle est à l'intérieur de toi. Mais moi, toutes les fois où je me sens mal, c'est que tu touches une corde sensible. Exactement. Il te montre quelque chose à l'intérieur de toi. Ça veut dire que quand quelqu'un me dit « retourne dans ton pays », puis moi, ça me rend haineux, ça veut dire qu'à l'intérieur, j'ai quelque chose à investiguer. Parce que ça veut dire que moi-même, je m'appartiens pas. Je comprends. Moi-même, je m'appartiens pas si je suis aussi facilement ébranlable par quelqu'un que je connais pas. Puis ça m'intéresse. Comment je peux m'appartenir plus? Parce que j'ai l'impression que plus un être humain s'appartient, plus il peut... Mais il est autonome. Non, mais il y a quelque chose qui émane des gens qui s'appartiennent. Puis comprends. moi, je me considère même pas encore... Tu sais, on dit souvent, à lui, je l'aime, mais c'est à dit ce qu'il pense. Oui, je l'aime à. Ouais. C'est ce qu'on Ouais, il y a on quelque exprime ça. Il y a C'est dur à exprimer, mais c'est ça qu'on sent. rassurant. Ouais. Quand quelqu'un... Mais tous les artistes qu'on tripe, ils disent, ah, lui, il a pas peur de le dire. Moi, Ouais. j'adorais Charles Bukowski parce que j'étais adolescent, puis j'ai fait, ah, comment ça, un homme se vante d'avoir un problème d'alcool et de juste vouloir coucher avec des prostituées. Mais Comment ça, il est aussi bien avec ça? il s'acceptait. Puis s'accepter, ça veut pas dire j'aime tous mes comportements. Là. Non. Ça veut pas dire mes comportements sont tous sains. Ça veut juste Et que dire... je veux pas évoluer. Ça veut que je juste veux pas- dire j'ai ça. Je vis avec ça. Comme j'ai ce côté-là de moi qui fait partie du truc. Puis si moi, je l'accepte pas, je suis faite. Tu sais? Puis fait que c'est pour ça que je compte... J'ai une drôle de question. Je sais pas si tu peux y répondre. C'est parce que ça m'est jamais arrivé. Comment on se sent quand on a un commentaire raciste ou on est victime de racisme? C'est quoi l'émotion? Comment tu te sens? Moi, ça m'a toujours fasciné à quel point ça me rendait animal. Wow. Ouais. Je Tes pense poings que... serrent, tu... Ouais, je pense qu'il y a très peu... Il y a très peu de choses aussi traumatisantes que le sentiment de Déshumanisation. déshumanisation. Quand tu sens que quelqu'un te regarde, mais t'es pas un humain pour lui. C'est à ce niveau-là. Mais c'est comme le... Je te remets pas en question, je veux comprendre. Le mépris dans les yeux, le mépris dans le regard de quelqu'un, j'ai l'impression que quand tu dis « retourne dans ton pays » à quelqu'un, tu le déshumanises. C'est pas un être humain pour toi. Tu comprends? Comme ce n'est pas un être humain. Il n'a pas le droit à la même dignité que toi. Il n'a pas le droit aux mêmes chances que toi. Il n'a pas le droit au même amour que toi. Il n'a pas le droit au même amour que tu donnes à ton frère, ta soeur, ton père, ta famille. Quand tu connais pas quelqu'un puis tu lui dis ça, tu le déshumanises. Puis moi, ce qui me fascine avec le racisme, puis je pense que je me suis toujours très bien entendu avec les homosexuels parce que rapidement, je me suis identifié à... C'est la même réalité. C'est la même émotion. Bro, moi, j'ai plein d'amis homosexuels, puis quand on se parle de ces choses-là, ça connecte fort parce que c'est comme ça que tu te sens. Tu comprends? Tu sens que la personne, pour lui, t'es plus un être humain à cause de quelque chose que t'as pas choisi. Puis c'est ça qui est fucking important dans le calcul. Ouais. J'ai pas choisi d'être différent de toi. Mhm. Moi, je suis né comme ça. Puis c'est une question de contexte historique, culturel, qui fait en sorte qu'en ce moment, tu as l'impression que moi, je suis chez toi. Mais c'est une question de temps avant que ce soit l'inverse. Puis quand ça sera l'inverse, j'espère que des gens comme moi vont être capables de pas te déshumaniser, parce que quand tu regardes à travers l'histoire de l'humanité, les peuples bougent. Ben, c'est La planète est vieille. C'est ce qui s'est produit dans les années 90 en Afrique du Sud. Quand Ouais. Nelson Mandela a pris le pouvoir, en guillemets, les Noirs africains ont pris le pouvoir, tous les Blancs africains étaient terrifiés. Ils se sont dit... Ils vont nous faire ils vont nous faire... Mais tu sais, c'est comme... Des fois, j'ai l'impression que les Québécois oublient que c'est des immigrants. Les Qui Québécois, fait pas longtemps, là. c'est des Français qui ont immigré. Ou plein de... Aussi, les Québécois, on n'est pas juste des Français, Ouais, on est un mais- paquet. Les Anglais, c'est des Anglais. C'est des Anglais, c'est des Les Écossais. c'est des Anglais. On est c'est des déplacés, on est des gens qui... L'Europe nous a rejetés. Ouais, mais il faut pas oublier les Premières Nations. C'est des Les immigrants Premières aussi. Comme eux aussi, ils se déplacent. Eux aussi, ça se déplace. Les peuples se déplacent. Ça me fait rire, les racines. Tes racines ne Ouais, sont pas si tes- ancrées que ça. Non, c'est ça. Comme la terre t'accueille, puis elle te fait une place, puis tu trouves ton chemin à travers la nature, puis l'endroit où tu habites, mais ça t'appartient pas.
Comme on est tous des immigrants. En fait, on appartient à des traits de culture. Ça, j'y crois. Comme j'y crois que les Québécois tiennent à certains traits de culture puis à certaines valeurs parce que ils se sont organisés autour de certaines valeurs. Moi, ça, j'embarque à 100%. Mais retourne dans ton... Et tu sais, comme, non, bro, toi, t'es un immigrant. Moi, je suis un immigrant. C'est quoi? Parce que c'est... La seule chose qui diffère entre toi et moi, c'est l'heure à laquelle on est arrivé. Tu comprends? Comme le party, c'est le party. Là. C'est pas parce que toi, t'es arrivé à 10h, puis moi, je suis arrivé à minuit, que je suis moins dans le party. Je suis dans le party, Steve. J'adore ça. J'adore cette image. C'est tellement clair. Je suis dans le party. J'adore ça. Wow. C'est ça. Je change complètement de sujet. Yep. OK, comment ça, t'as commencé à faire la comédie? Comment t'as commencé à triper là-dessus? Comment ça, t'es pas un cultivateur? Shit. Mais déjà, t'as fait de l'école de l'humour? Ouais, mais moi, depuis loin que je me souvienne, j'ai toujours été obsédé par L'humour. La comédie, la fiction. Enfant, qu'est-ce que tu regardais? Man, moi, j'étais un obsédé de la télé. Yeah! Là-dessus, toi et puis moi, je pense qu'on était un peu pareil. On est connectés right? comme ça. Moi, je suis un vrai... J'ai été élevé par la télé. Je regardais que ça. J'étais tout ce qui passait. Puis tu viens d'une famille un peu pauvre, que t'allais pas souvent au cinéma, alors t'avais la télé. Non, man, j'ai été dans mon enfance... C'est une des raisons pourquoi je trouve ça très, très triste qu'il n'y ait plus pas autant de films à la télé. C'est qu'il y a bien des gens qui, surtout avec le prix des billets, je suis allé dernièrement, c'est leur accès à la culture, c'est leur accès au cinéma. Puis c'est important aussi, tout le monde dit « Ah, le film est plate ». S'il y a juste 90 000 personnes qui voient un film de Bergman, c'est une bonne affaire. C'est vrai. C'est une bonne affaire. C'est vrai. Faut pas vérifier les codes d'écoute. T'es pas obligé de mettre tout le temps Fast and Furious. Tu peux aussi mettre des films de Fellini, de Bergman, C'est vrai. de Jean-Marc Vallée au début de sa carrière. C'est important. De tout. Mais ouais, moi, j'ai été 2 fois au cinéma dans ma jeunesse. J'ai été voir... Mon premier film, c'est ma voisine de 77 ans qui m'a emmené au cinéma. Yeah! J'ai vu Speed 2, puis ça me faisait fucking chier parce que j'avais pas vu le 1. C'est le plus plat! Il y a un bateau, il y a pas Keanu Reeves! C'est le premier film que j'ai vu, c'est Speed 2 au cinéma. Et t'aimes le cinéma, c'est super! Super! C'est un vrai amour. Et le deuxième film que j'ai vu, quelques années plus tard, c'est Titanic, puis c'est la seule fois de ma vie que je suis allé au cinéma avec mes parents. Yeah! En fait, c'est la seule fois que mes parents sont allés au cinéma. Wow! Ils sont jamais allés voir un autre film que ça. En plus, on avait revu je me rappelle une fois, on était dans ton appartement, puis on voyait que ton père regardait Titanic sur son ordinateur. Ouais. C'est beau. Puis, fait que moi, je regardais beaucoup la télé, genre, je regardais des choses même qui n'avaient pas rapport avec mon âge, là. Mais vraiment... Ça, c'est vrai pour tout le monde. Non, mais moi, j'avais 8 ans, puis je regardais Entre Cadieux, là. Tu sais, comme des téléromans pour madame, là. Tu sais, comme... Puis j'aimais ça. Moi, j'adorais les talk shows de madame. Ouais, man, moi, ça, toutes ces affaires-là, fait que la télé, puis quand j'ai réalisé, tu sais, comme, avant de tomber amoureux du stand-up, je suis vraiment tombé amoureux de la comédie en tant que telle. Donc, des films de comédie, là. Même Jim Carrey, j'étais obsédé par Jim Carrey. Moi, je continue à croire qu'une des meilleures performances, pas comique, une des meilleures performances au cinéma, c'est Le Masque. Ouais! Jim Carrey dans Le Masque, il joue tout. Il joue la comédie, il joue l'humour, il joue du burlesque, il est un cartoon, il joue une histoire d'amour. Ouais. Ce qu'on appelle le range, là, il touche tout. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Puis j'étais tout simplement obsédé par ce film, obsédé par... Cameron Diaz, Liar, qui est très joli. Liar, menteur. Ça Lui aussi, c'est fort. Ça me faisait rire en esti, man. Puis c'est ça. Tu vois, comme Jim Carrey, à mon avis, il n'y a pas de précédent et il n'y a pas de nouveau Jim Carrey. C'est vraiment un ovni dans les années 90. Personne lui ressemble. Non. Puis personne ne va lui ressembler. Jamais. Tu peux pas recommencer. C'est tout. Il est brillant, mais en même temps, il niaise, mais en même temps, il est physique, mais en même temps, il s'exprime. Il maîtrise tellement de choses. C'est fucké, Jim Carrey. Les gens, je sais pas s'ils réalisent à une époque que c'était l'homme le plus... populaire sur la planète. Ouais. Puis lui, puis Eddie Murphy, juste avant lui. Eddie Murphy. Puis je te dirais que, ouais, à un moment donné, je tombe sur du stand-up, sûrement dans des galas juste pour rire. Mes premiers souvenirs de moi qui comprend pas à quel point ce métier-là existe, c'est des galas juste pour rire. Puis moi, j'étais obsédé par faire rire les gens. Depuis, tu sais, comme, j'ai pas commencé à faire de l'humour à 22 ans. J'ai commencé... À 11. J'ai commencé à 7, 8. T'étais très drôle. Obsédé par faire rire. Puis au secondaire, j'allais à l'école pour faire rire le monde.
Je m'en foutais complètement de l'école. Je m'en foutais de mes notes. Je m'en foutais de tout. Quand je marchais vers l'école, je pensais à comment j'allais faire rire, qu'est-ce que j'allais faire. J'ai passé secondaire 1 et 2 à faire beaucoup d'humour moqueur. Je me suis fait beaucoup... Tu sais, comme à ce jour, j'ai des gens de mon secondaire qui me détestent. Ils me détestent, puis je les comprends. Tu sais, ils me voient à la télé, puis ils font comme « Ah, tout le monde pense qu'il est gentil, c'est un esti de truc de cul, ce gars-là. » Puis tu sais, je suis comme... Je les comprends, parce que c'est vrai, même. Moi, je faisais des jokes... puis c'est pour ça qu'aujourd'hui... Sur le physique des gens ou sur les faiblesses, on commence comme ça. Là. Ouais, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui... En passant, ce que tu avoues, je m'identifie à ça à 400%, et la majorité des gens comiques, je crois, qui sont passés par là. Sont passés par là. Il y a un moment... Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais pas d'humour méchant. Ça me ferait, moi, les Rose Battle. Je l'ai fait quand j'avais 12 ans, ça. Je l'ai fait, moi, rire du monde parce qu'ils ont des grosses lèvres. Là. Puis en fait, tu vois, je te dis ce que j'aimais au secondaire, c'est que quand je faisais une joke méchante, puis je le dis, j'aimais ça, OK? J'aimais ça. Ah, c'est le fun de voir... Non, je vais juste finir ma phrase. Ce que j'aimais, c'est que je me faisais battre si c'était trop méchant. Wow! Comme si je faisais une joke puis ça passait pas, comme il y a quelqu'un qui allait se battre. Tu comprends? Comme... Moi, puis j'aimais pas me battre, mais j'aime avec le recul le fait que, quand t'es méchant avec le monde, tu leur fais de la peine, ça se peut que tu manges un coup de poing. J'aime cet apprentissage. Comme, fais attention à ce que tu dis. Il y a des gens que ça va blesser à un point où est-ce qu'ils vont juste te taper la face. Puis moi, je sais pas. Puis à un moment donné, je me rappelle, en secondaire 3, dans ma tête, j'ai eu un moment pivot où j'ai arrêté d'essayer d'être cool. J'ai abandonné d'essayer d'être cool. Je me rappelle, je te jure, comme dans un film, j'essayais tellement de faire ma place dans un groupe de gars cool. Puis j'étais toujours comme le gars... Wack dans cette gang-là. J'étais lui, là, tu sais. Comme les gens, on peut rentrer dedans. On accepte qu'il est là, mais asti que s'il était pas là, ça dérangerait personne. Puis on va lui dire souvent. Ouais, puis à un moment donné, je m'en allais vers cette gang-là, puis je me souviens... J'étais comme tanné d'essayer. J'étais tanné d'essayer. Puis j'ai rebroussé chemin, puis je suis allé vers le club d'échecs. Puis j'ai commencé à chiller avec d'autres gangs. Le monde qui... Là, j'étais OK, toute cette gang-là, ils sont amis, ils vont jouer aux échecs à midi, mais finalement, ils jouent pas aux échecs, ils discutent, ils parlent, blablabla. OK, puis là, il y avait une autre gang. Moi, rendu en secondaire 5, à mon souvenir, j'étais le gars qui pouvait chiller avec toutes les gangs. Puis c'est ce qui est cool d'être drôle. Quand t'es drôle, tu peux être dans toutes les groupes. Il y a un clown dans chaque groupe. Moi, j'ai toujours été ce gars-là. J'ai toujours été le gars qui pouvait chiller avec tout le monde. Mm-hmm. Le drôle, il y en a partout. Ouais, puis tu sais, quand... c'est mon identité. Puis... Même dans les drames, il y a la personne comique. Ouais, puis c'est mon obsession de rassembler les gens. Parce que quand t'es Irakien, Marocain, Québécois, Canadien, t'as des voisins, mes meilleurs amis étaient Haïtiens, j'avais des amis Libanais, j'avais des amis Québécois, Blancs, j'avais des amis Pakistanais. Quand t'as tout ça, puis tout le monde chill avec sa gang, puis toi, tu les aimes tous, ça peut devenir ton obsession de faire comme... Mais comment je fais pour les réunir ensemble? Ma vie, c'est un esti de mariage, moi, constamment. J'ai toujours essayé de trouver le moyen de... faire en sorte que, tu sais, comme là, j'écris mon prochain show, puis je te jure, mon but, c'est tellement que les gens, ils sortent de la salle en ayant cette sensation-là que moi, je vis à tous les jours de ma vie, qui est, je ressemble tellement plus aux gens que ce que je pense, tu sais, ce que mon éducation m'a laissé croire. Ce qui est comique, c'est que toutes les cultures sont assez similaires. Il y a des différences, mais pas tant que ça, mais en bout de ligne, En fait, il y a des détails qui sont extrêmement différents. Mais il y a des enjeux importants sur lesquels on est tous... La famille, c'est important pour tout le monde. L'honnêteté. Tous les êtres humains veulent vivre une vie relaxe, faire leurs activités, s'amuser avec leur famille. Se sentir en sécurité, c'est essentiel. Se sentir en sécurité. Tout le monde, veut juste ça. Tout le monde veut voir son enfant réussir. Tout le monde veut sentir qu'il est important. Qu'il a une utilité au sein de son groupe, sa communauté. Tout le monde veut ces choses-là. Ça, c'est partout sur Terre. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'acceptes que ça nous unit. Puis oui, rions des autres affaires là, qui nous désunissent, mais finalement, ça ne nous désunit pas vraiment. Aussi, c'est pas parce qu'on rit de quelque chose qu'on s'en moque qu'on se place au-dessus.
Ouais, mais ça, man, en humour, si tu fais de l'humour, t'as possiblement un foyer narcissique. C'est comme le foyer épileptique, mais c'est un foyer narcissique. C'est l'endroit où... je sais pas si tu nais avec ça ou si tu le développes avec le métier, mais forcément, tu peux, je pense, tu peux commencer à abuser du pouvoir que tu as d'avoir un micro puis parler à des gens. Puis ma femme, elle appelle ça image management. Quand elle nous regarde quand elle nous regarde à la télé et tout ça, elle dit vous êtes vraiment tout le temps dans le image management, mais pas genre marketing wise. Comme on dit des choses de nous pour continuer à construire l'image puis le mythe qu'on veut véhiculer. Il y a une vraie personne à l'intérieur qui existe aussi, puis qui est très fragile, puis qui a pas que des bonnes intentions. Puis ça c'est dur. C'est pas facile dans la vie d'un artiste de réaliser que tes intentions sont pas purement bonnes. Tu sais, comme... surtout dans notre milieu, on adore aller dire aux gens hey, il faut faire ça, il faut faire ci, faut comme tes intentions sont... Moi je te connais, je parle pas à toi, moi je te connais dans la vraie vie. Mais je sais que tes intentions sont pas toujours bonnes. So, quand tu vas dire aux gens il faut faire plus de place à la diversité à la télé, mais quand moi je suis à côté de toi puis ça fait 10 ans que tu me côtoies puis tu m'as jamais demandé d'où je viens puis tu m'as jamais demandé c'est quoi grandir dans un contexte défavorisé, différent, je fais comme pourquoi tu dis ça au monde? Comme ta gueule, tu sais. Mais je réalise ces choses-là avec le temps puis je fais ouais, ce métier-là nous donne cette espèce de pouvoir où on peut se mettre par-dessus les autres, moralement, puis dire aux gens « Hey, ça, c'est mal! » Mais au début, on est des gens qui... Tu sais quoi? Ma femme est au doctorat, OK? Puis, félicitations? Non, pas félicitations, c'est une horreur pour moi, parce que... Tu sais pourquoi c'est une horreur? Parce que plus que je passe du temps avec elle, plus que je réalise... Mais pourquoi c'est pas eux qu'on invite sur des plateaux pour qu'ils nous donnent leur... Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à réfléchir, à se poser des questions. Puis moi, dans le fond, depuis que je suis avec elle, je réalise que l'intelligence, c'est pas ce que tu sais ou ce que tu dis, c'est la capacité à poser les questions nécessaires dans des contextes donnés. Tu comprends? Comme c'est ça. C'est... plus de questions, moins d'affirmations. Mm-hmm. Mais quand t'es un artiste, puis t'as toujours des micros, puis t'as toujours des gens qui t'aiment pour ce que... Tu vas dire quelque chose qui résonne fort chez les gens, tu vas dire... En plus, nous, notre force, on est capable de dire des choses très, très, très incongrues, mais que ça fasse du sens. C'est ça notre force, les artistes. Ouais, man. C'est de faire de la poésie. Puis pas juste ça, je vais même aller plus loin que ça. Les gens sont fucking gentils avec nous. Extrêmement. Ils acceptent n'importe quoi qu'on dit. C'est rare les trucs qui vont faire tiquer les gens. Comme tu peux dire beaucoup, beaucoup de choses, puis les gens vont pas creuser nécessairement plus loin pour voir « Hey, c'est quoi ses intentions? » Comme, pourquoi c'est important d'avoir ce message-là? Tu sais, comme... Est-ce que vraiment dans son quotidien, est-ce que son quotidien reflète ses paroles? Est-ce que l'être humain qu'il est reflète ce qu'il preach? Tu comprends? Comme les gens vont pas jusque-là. Les gens s'arrêtent à... Il l'a dit, je lui fais confiance. Puis ça, moi, j'appelle ça de la générosité. J'appelle ça de la gentillesse. Comme le public, en général, ils t'aiment tellement, ils sont tellement gentils avec toi que c'est nécessaire dans la vie de la personne dans l'espace public, je pense, là, à un moment donné, de se regarder dans le miroir et dire « Mon pouvoir est immense sur ces gens-là. » Et t'es pas obligé de l'exercer. Et il faut que j'apprenne à ne pas l'exercer. Parce qu'on l'exerce. On le fait. On le fait. Comme on va le faire. Des fois, je vais faire des erreurs. Des fois, je vais dire quelque chose parce que c'est important pour moi. Puis je veux avoir l'air de telle chose. Mais faut juste avoir le courage de se regarder dans le miroir puis de dire « Je suis aussi une personne qui n'est pas tout le temps consciente de ses intentions. » Puis des fois, mes intentions sont, comme tout le monde... Sont minables parce que je me sens comme... Moi aussi, comme tout le monde, il y a des journées, je me sens comme de la stie de marde. Et se faire applaudir... Ou pas juste des journées, au fond de toi, des fois, tu te sens juste comme de la marde. Et se faire applaudir, c'est génial. C'est vraiment enivrant, là. Des gens te regardent avec les pupilles dilatées et t'applaudissent. C'est vrai. C'est très agréable et tu veux revivre ça le plus souvent possible. Moi, j'ai une soirée d'humour, des fois.
Je fais des raccourcis intellectuels pour avoir des applaudissements. Ben Ça me ouais. fait du bien. Mais quand le but, c'est de faire rire les gens, moi, je trouve que c'est bien... Dans le cadre d'un spectacle d'humour, Fermé, c'est pas filmé, oui. le monde sont là pour rire. Puis ça, il faut qu'on se rappelle de ça, même à travers le processus créatif où tu veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose, mais eux, les gens sont là pour rire. Ils sont oubliés, ils réfléchissent de leur côté. C'est pas des gens qui, avant, ils sont dans des boîtes noires, ils attendent, ils viennent dans ton show et là, ils réfléchissent. T'as aussi les garants de, je sais pas, de la supériorité morale, là, qui t'encouragent, là, dès que tu prends position sur quelque chose, puis ils viennent, hey, ça, là, le fait que t'aies parlé de ça, puis là, ça te gonfle, tu sais, ouais, je suis fucking Che Guevara, tabarnak! Mais là, tu rappelles, yo, Che Guevara, il a pas fait que des choses bien, là! C'est que ça du monde? T'as-tu été à Cuba récemment? T'as-tu été à Cuba? Il y a encore des fois, Il y a encore des automobiles, le il y a 53. pas d'autres. L'électricité est coupée, tu sais pas pourquoi. Puis tu poses la question, ça se peut que t'es dans une prison. Ouais, bro, c'est ça. C'est comme moi, je suis Che Guevara. Fuck le capitalisme, mais genre, oui, y a-tu vraiment une autre alternative? Comme, Pas de troisième, ouais. Est-ce que t'as été voir d'autres alternatives? Est-ce que t'as lu ce que... Es-tu allé à T'as Moscou? lu ce qui s'est passé dans les goulags? J'ai un ami de ma... Ça, c'est l'exemple parfait, man. Tu vois, comme les communistes, ils disent, comme, oh shit, le partager, tout le monde est égal, ouais! Mais tout le monde au goulag, tout le monde était égal au goulag. Mais quand tu réalises que l'être humain est corruptible parce que le pouvoir, ça fuck l'esprit, tu comprends? C'est enivrant. J'ai fait beaucoup de drogue dans la vie, ça n'a rien à voir avec des gens qui t'applaudissent. Le pouvoir, t'arrives quelque part, puis est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez boire? Tu sais, là, Oui. si le monde me Ça coûte respecte- rien. Ça coûte rien. Pour toi, ça coûte rien parce que t'es exceptionnel. C'est exceptionnel. Tu sais, c'est le pouvoir. Comme l'être humain, il se connaît pas tant qu'il n'a pas accepté qu'il est faillible face au pouvoir. Tu peux pas te connaître. Tu ne peux pas te connaître tant que tu peux pas te dire « Oh my God, la personne que je suis n'est même pas consciente de l'excitement. Je suis même pas consciente à quel point ça m'excite, le pouvoir. Parce que moi, c'est pas ça. Image management. Moi, je me vois comme une personne qui est... sympathique, qui est gentille. Délicat, je veux pas déranger. Ouais, on est gentil, on veut un monde Abuser plus de quoi que ce soit, jamais. Non, moi, je suis bien. Mais non, man, t'as le pouvoir qui est pas loin, esti, qui est là. Puis t'en veux plus. So, c'est important, man. Moi, j'ai besoin à tous les jours de me rappeler. Moi, j'essaye à tous les jours de faire mes petites méditations où je me rappelle que j'ai trop de pouvoir dans mon métier. J'en ai trop. C'est trop. Puis, c'est pas tant le fait de pas en abuser, c'est plus de savoir qu'il abuse de moi à partir du moment où je pense que je suis juste quelqu'un de bien. Wow. Ouais. Fucked up, ça. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'espace public, 9 ans, là. Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre cette affaire-là. Puis maintenant, je me méfie beaucoup plus. De toi et des autres. Mais c'est pas une méfiance, genre, hey, toi, je me méfie de toi. C'est vraiment plus comme quand quelqu'un parle. Une réserve. J'ai une réserve parce que je suis comme, est-ce que tu sais que ce qu'il est en train de dire, c'est en train de t'octroyer beaucoup de pouvoir. T'es maintenant supérieur moralement à bien des gens. Tu comprends? Oui. Puis cette supériorité, est-ce que tu la gères vraiment? Est-ce que tu sais comment nettoyer ça? Puisqu'il faut la nettoyer après. C'est de la supériorité. C'est pas bon, man. Nous, dans ce métier-là, ça encourage On est déjà le supérieur. sentiment- On est déjà sur une scène avec c'est ça. un truc qui amplifie notre voix. Ça encourage le sentiment de supériorité. Puis, anyway, c'est ça pour dire foyer narcissique. J'ai fait un esti de segue, mais C'est très beau. faut que je m'en aille bientôt. Tu quoi? On va finir là-dessus parce que c'était fascinant. C'est vrai? Ça me fait chier parce que j'ai vraiment du fun. Regarde, on leur fera ça tente. On leur Mais moi, j'adorais ça. Juste avant, pour finir, Ouais. je veux te remercier. Tu as eu un impact gigantesque sur ma carrière et sur ma vie. Puis je vais prendre un moment pour te remercier. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me beaucoup, fait vraiment beaucoup, plaisir, beaucoup. puis c'est vraiment réciproque. Parce Merci. que moi, je pense qu'on est vraiment pareil. Ah, moi, je l'ai dit, je l'ai dit ici avec Jérémy. T'es mon frère. Moi, je considère l'être humain qui me ressemble le plus. On se que j'ai ressemble. rencontré. Les gens ont de la difficulté à comprendre parce que je pense que t'es plus vocal que moi. T'es plus... Je suis plus loud. Comme moi, je pense que t'es vraiment un extraverti, puis je suis un introverti, ce qui fait que ça fuck un peu les gens. Mais Ouais, puis à si t'es l'intérieur- arabe, je suis blanc, puis ben du monde. Juste physiquement, on s'en ressemble pas. Mais à l'intérieur, on a je sais pas, on a On connecte. on a des traits de culture qui sont vraiment similaires dans notre identité.
Puis moi, je pense pas que je me serais permis d'être qui je suis sur scène sans avoir chillé avec toi, parce que toi, t'as toujours été une personne qui faisait ce qu'il y avait à faire, puis après ça, tu dealais avec. C'est la meilleure description. Puis ça, de ma quand je voyais personnalité. ça de toi, j'étais comme, hey, moi aussi, il y a des choses que j'ai à faire, mais que je fais pas parce que j'ai pas envie de dealer avec moi-même après. Mais tu sais quoi, Thomas, il a l'air de survivre à chaque fois. Il fait ce qu'il a à faire, puis il deal avec après. Avec le temps, je nous souhaite d'être capable de réfléchir un peu avant de faire ce qu'on a à faire. À tous les deux, parce que man, moi aussi, je fais des photos. Tous les jours, je fais ce que j'ai à faire, puis 50%, c'est de la merde. Ben merci beaucoup pour... Merci à toi. Merci pour ton talent et merci Merci. pour ta personnalité. Merci à toi. Yeah!